Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine car on va se poser une question vraiment toute simple. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un guide au Japon pour un voyage au Japon ? Mais maintenant que vous en avez l'habitude avec cette saison 2, il y a d'autres rubriques dans ce podcast et on parlera de quoi ? Eh bien on parlera aussi en vrac d'un laboratoire à Kobe, d'une manette, oui une manette, et d'illustrations Kyotoite. Alors c'est un peu vague mais vous le verrez par la suite. Mais on va revenir au sujet du jour, je vous l'ai dit, on va parler de guide. Alors non, c'est pas la question de savoir si on part avec ou non avec un Lonely Planet ou un guide du routard. La question, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de payer un guide quand on part au Japon, un guide touristique donc. Bien sûr, on a tous des façons de voyager qui sont différentes. Certains vont aimer tout préparer de A à Z, genre 1 à 2 ans à l'avance. Il y en a qui vont adorer dénicher, chercher chaque recoin à explorer. D'autres vont partir totalement à l'arrache et suivre des aventures au gré du vent. Et d'autres, ils vont aimer le clé en main, passer par une agence de voyage qui va s'occuper de tout, mais vraiment de tout pour vous. On aime aussi partir parfois en solo ou alors avec des amis ou dans des voyages groupés même, on est tous différents là-dessus, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de voyager bien entendu. Moi la mienne habituellement c'est plutôt le type qui va préparer tout un an à l'avance qui va tout checker, fouiner dans tous les tréfonds du web pour trouver les trucs sympas à faire, des lieux à visiter, savoir où dormir, calculer son itinéraire précisément, à la perfection. Je vous l'avais déjà dit, mais pour mes 2 voyages, j'avais fait des docs de 80 pages, ouais je sais c'est énorme, avec itinéraire, les lieux sympas dans chaque endroit, avec un planning détaillé. Bah oui, vous le savez, je suis un déglingo maintenant. Mais bon, comme je l'explique souvent, c'est pas pour ça que je vais suivre à la lettre mon plan. Il est là, ça me permet en fait de savoir quoi faire quand je suis dans tel ou tel endroit. Mais personnellement, vous le savez aussi maintenant, j'adore me perdre et explorer. Du coup, ce plan-là, ce document, je le suis rarement à la lettre Et au vu de mon profil, vous allez me dire, du coup, toi, quand t'es parti au Japon, t'as pas vraiment eu besoin de prendre de guide, t'as pas pris de guide vu que t'as tout préparé et que t'aimes bien te perdre. A priori, un guide, c'est pas vraiment pour toi. Et c'est vrai que quand je voyage habituellement, tous les voyages que j'avais fait avant, je prenais pas spécialement de guide. J'avais jamais vraiment trouvé l'intérêt de payer pour que quelqu'un m'amène à un endroit précisément. J'avais en plus une image du guide un peu stéréotypée, je dois le dire. Genre le type qui se balade avec un parapluie en hauteur, et il y a 50 personnes qui vont le suivre derrière, qui va vous donner plein d'informations historiques sur les endroits les plus connus, voilà, etc. Vous allez le suivre et comme un petit mouton, qui peut être très intéressant, mais moi j'avais quand même ce côté un petit peu négatif du guide. Et vous savez aussi, si vous suivez ce podcast, moi je suis pas très musée. Du coup, dans mon imaginaire, le guide c'était pas du tout fait pour moi. Je voyais ça vraiment comme quelqu'un qui vous explique et qu'on suit à la queue leu et on va suivre religieusement ses explications pendant 10 minutes à un endroit, puis passer à un autre. Et moi j'aime bien explorer et faire les choses par moi-même. Mais en faisant mes recherches, en faisant des recherches en amont, j'ai commencé à suivre sur internet différents guides parce que j'aimais bien leurs photos, pas parce qu'ils étaient guides, mais parce que là j'aimais bien le contenu qu'ils publiaient. Et au fur et à mesure de voir leur activité, je me suis dit, en fait, pourquoi pas se faire guider quelques jours, ça pourrait peut-être être sympa. Et c'est comme ça que pour mon premier voyage, j'ai booké 3 jours de Japon Safari. Donc il y en avait un à Tokyo et 2 jours que j'avais fait à Hiroshima. Le premier à Tokyo, je l'avais booké pour mon 2e jour sur place, en gros. Je m'étais dit que le premier jour, j'avais envie de découvrir par moi-même, de me sentir un petit peu perdu, en fait, c'était vraiment l'envie que j'avais. Et de mettre cette visite guidée lors du 2e jour pour me dire, voilà, le premier jour, je me suis senti perdu, mais le 2e jour, ça me permettra d'avoir quelques tips, des petits conseils de la part du guide pour la suite de mon voyage. Et puis en plus, j'avais vu que ce qu'il proposait était plutôt chouette, les visites qu'il faisait avaient l'air vraiment chouettes. Les Japon Safari avaient l'air de proposer des expériences en gros intéressantes, qui étaient loin de l'image que je me faisais d'un guide traditionnel au final. Puis c'était en petit groupe de 4, 5, donc je me suis dit c'est pas un groupe de 50 et ça a pas l'air d'être le côté trop historique, mais plus je me balade avec un ami. Après, est-ce que je suis en train de dire que le guide traditionnel c'est nul ? Alors pas du tout, comme je vous le dis toujours, il faut tout pour faire un monde. Certains aimeront avoir ce genre d'expérience, avoir plein d'informations historiques par exemple, et il y a d'autres qui vont préférer un guide plus comme un pote, comme je vous l'ai dit, qui vous amène dans des quartiers préférés. Et il y en a d'autres qui voudront aussi un guide pour une activité spécifique, par exemple faire la tournée des meilleurs izakaya ou tester les meilleurs restaurants de la ville, pourquoi pas Le métier de guide, au fil des années, je pense qu'il a quand même pas mal évolué. On propose de plus en plus d'expériences diverses et variées. Les safaris, par exemple, c'était le côté un peu ami, mais aussi le côté photographe qui m'avait séduit. Et de visiter des coins où je ne serais peut-être pas allé tout seul, surtout lorsqu'on ne parle pas la langue, c'est plus compliqué. Et en plus d'avoir les conseils photos qui vont avec, avoir des points de vue que j'aurais peut-être pas trouvé par moi-même, je trouvais ça plutôt intéressant au final.
Et le choix d'Hiroshima, je l'avais fait car j'adorais tout simplement les photos de Yann des safaris Hiroshima à l'époque. Du coup, je m'étais dit que ça serait vraiment chouette de pouvoir suivre sur 2 jours et de pouvoir profiter de son expérience tout simplement, quoi. Alors, est-ce que j'ai regretté mon choix? Vous le savez, hein, si vous avez écouté tous les podcasts, pas du tout, bien au contraire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter l'un des premiers épisodes où je vous parlais de mon expérience sur les safaris. Pour preuve, j'avais remis ça lors de mon 2e voyage en faisant cette fois-ci 5 jours de guide, 5 jours quand même, sur mes 2 mois de voyage. La question, je pense, à se poser, dans un premier temps, finalement, c'est quoi? C'est le budget surtout. Parce que prendre un guide, ça va vous coûter de l'argent, hein, forcément. J'aurais envie de vous dire que si votre budget n'est pas trop serré, c'est pour moi quand même une expérience qui est plutôt à tenter. En tout cas, pour le Japon, c'est vraiment un truc intéressant. L'important, c'est de choisir le domaine qu'on a envie de découvrir au final. Faire de l'historique, ou alors être avec quelqu'un qui est plus orienté photographie, parce qu'on adore la photo, ou qu'on a envie d'apprendre la photo, hein, parce que comme je le disais, avec les guides photo, on n'est pas forcément obligé d'être un super bon photographe. Souvent, ils vont s'adapter à votre niveau, même si vous avez qu'un iPhone ou un téléphone portable avec un appareil photo correct, on peut faire des choses vraiment très bien et ils s'adaptent et ils vont vous donner des conseils. Et du coup, c'est chouette. Après, voilà, est-ce que vous avez aussi envie de tester une activité spécifique? Il y a vraiment à boire et à manger dans les offres, donc il faut faire là aussi, je pense, quelques recherches pour trouver la personne ou l'activité qui va le mieux vous correspondre. Je pense qu'une chose importante aussi, quand je dis c'est dans le choix du guide, c'est le feeling qu'on va avoir avec le guide au final. Il y a des grosses boîtes qui vont vous mettre en relation avec un guide et finalement, vous ne le connaîtrez pas plus que ça. Et là, après, ça sera la roulette russe, hein. Ça peut être une bonne surprise, ça peut être super chouette, comme le feeling ne peut pas passer du tout parce que vous aimez pas trop sa façon de faire, tout simplement, ou la façon qu'il s'exprime, ou vous aimez pas sa gueule, hein. Parfois, c'est juste ça. On est des êtres humains, parfois on juge sur des bêtises, mais ça fait partie, ça fait partie de l'expérience, quoi. Et si vous passez directement par un guide en personne, vous aurez une marge d'erreur, je pense, qui va être beaucoup plus petite a priori. Quelqu'un vous en aura parlé, par exemple, ou vous le suivrez sur des réseaux sociaux. Vous aurez déjà un aperçu finalement de ses prestations, de ce qu'il propose régulièrement, de comment il communique, si vous avez l'air d'avoir des points communs, s'il a l'air de comprendre, d'aller dans l'orientation de ce que vous voulez. Alors attention, hein, en passant via une agence de voyage qui va vous mettre en relation directement avec un guide, normalement c'est leur travail. Ils peuvent faire ça très bien, comme ils peuvent se foirer. Ça, après, c'est à vous de voir la confiance que vous avez avec la personne qui va vous mettre en relation en quelque sorte, quoi. Et un des pièges, selon moi, à éviter, c'est de choisir un guide aussi uniquement par sa présence sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit, mais je connais moi des guides au Japon qui travaillent souvent pour quelqu'un au-dessus, en gros, un francophone aussi, qui lui aussi va gérer, mais qui va gérer en fait l'entreprise et qui va gérer les réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux, et qui fait travailler une armée d'étudiants ou de gens en PVT, ou de gens un peu en galère financièrement aussi, hein, parce que voilà, des petits boulots, des gens qui habitent au Japon, qui sont mariés avec des japonaises. Il y a des gens qui sont profs et qui font pas ça par passion, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a qui vont faire guide aussi, pas par passion, mais parce que voilà, il faut faire rentrer de l'argent, hein, ce qui est normal, c'est honorable, mais qui vont peut-être pas être autant motivés, autant intéressés par son travail, qui ne feront pas partager la même expérience au final que par quelqu'un qui a vraiment eu envie de faire ça à la base et qui s'est lancé à corps et âme parce que ça lui plaît, tout simplement, de partager son expérience. Je vous le disais dans un précédent podcast, mais j'ai vu grand nombre d'étudiants quand j'étais à Kyoto qui étaient guides. Et j'étais toujours un petit peu choqué parce qu'ils connaissaient pas grand-chose finalement à la ville. Quand je parlais avec eux, en gros, ils vous récitaient un peu le Lonely Planet, quoi. Alors, peut-être que vous avez juste besoin d'être rassuré quand vous allez au Japon. Du coup, ce genre de guide, je vais pas vous dire que c'est nul, ce sera finalement parfait pour vous, parce que c'est juste quelqu'un qui va vous permettre d'aller dans des endroits basiques, mais où vous avez peut-être un petit peu peur, parce que vous avez peur de la langue, vous avez peur du fonctionnement, et que finalement, quelqu'un comme ça suffira, ça va vous rassurer tout simplement. Mais si vous voulez une expérience un peu plus waouh, un peu plus wow effect, il faut bien chercher, je pense, et bien se renseigner. J'étais vraiment effaré, vraiment, par le niveau de ces guides qui connaissaient rien finalement au côté caché de la ville et au trésor caché de la ville à Kyoto. Kyoto, il y a plein de choses très connues que vous allez trouver dans le Lonely Planet, hein, c'est un musée à ciel ouvert, mais il y a énormément d'endroits qui ont un charme fou, où vous aurez peut-être beaucoup moins de touristes, où vous aurez peut-être des expériences vraiment très différentes. Moi, par exemple, avec les Japon Safari, j'ai pu assister à un entraînement Kyudo, parce que la personne avait noué des contacts, avait petit à petit fait ça, et c'était pas un truc avec plein de gens, plein de touristes qui venaient voir. Voilà, c'était quelque chose de très, très local, très amical. Et du coup, c'est le genre de choses que les guides, moi, que je connaissais, par exemple, qui étaient guides sur Kyoto, pouvaient pas apporter, parce que ils connaissaient pas tout ça. Et déjà, ils parlaient pas forcément très bien la langue. Et puis en plus, le fait de bien parler la langue n'est pas une obligation, je pense, pour être guide. Ça aide beaucoup, mais c'est pas une obligation. Mais ils étaient pas forcément curieux, et puis ils avaient pas le temps, ils étaient étudiants, ils faisaient ça à côté.
Donc en gros, ils suivaient les endroits classiques à visiter tout simplement. Et encore une fois, je critique un petit peu ce truc-là parce que pour moi, Lonely Planet, finalement, c'est un peu la même chose. Je comprends l'utilité de ces guides parce que ça peut justement, je vous dis, parfois on est un peu stressé, donc ça peut être cool d'être guidé par quelqu'un comme ça. On n'a pas forcément envie du wow effect, on veut voir les choses traditionnelles, les choses basiques, et on est content d'être accompagné par quelqu'un qui vous donnera quand même des anecdotes sympas parce qu'il vit sur place, donc c'est intéressant. Mais si vous voulez un chouïa plus, le Lonely Planet fera l'affaire, vous pourrez aller là-bas tout seul, faire ces choses-là toute seule, et prendre un guide qui vous apportera justement peut-être la rencontre avec les locaux ou aller dans des endroits où vous ne serez pas allé tout seul parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher, ou quand on explore forcément on se perd. Il y a plein d'endroits qui sont nuls, où il n'y a pas grand chose à faire en tant que touriste. Voilà, quand je dis nul, c'est surtout en tant que touriste, on n'a pas le temps de tout voir, donc on va pas avoir le temps de perdre 3 jours à essayer de chercher à droite à gauche. Cette personne-là pourra vous amener dans des endroits que les autres touristes ou les autres touristes vont pas. Donc vous aurez aussi cette expérience de ne pas être dans du mass touriste. Et Kyoto, par exemple, est une ville de mass touriste, c'est-à-dire que si vous allez au Kiyomizu-dera, c'est blindé de touristes. Si vous allez au Pavillon d'Or, c'est une marée humaine de touristes. C'est Disneyland pour moi, c'est aller à Disneyland. C'est le même principe. Et peut-être que vous allez avoir envie justement de choses un petit peu plus calmes, plus authentiques, des choses qui sont peut-être même moins waouh au niveau de l'architecture, mais qui vont vous faire dire « Ah ouais, quand même, c'est super sympa le Japon, la vie de tous les jours au Japon, c'est cool, c'est chouette. » quoi. Donc voilà, après c'est suivant votre envie et suivant besoin. Mais je vous dirais juste de vous méfier, si c'est ça que vous cherchez, des gens qui sont très très présents sur les réseaux sociaux. Allez fouiller un petit peu pour voir comment ça se passe, comment se déroulent ces guides-là. Parce que c'est peut-être pas finalement le guide, la société de guide qui sera adaptée pour vous tout simplement. Et après vous vous dites ouais mais t'es con parce que de toute façon ces guides qui connaissent a priori pas trop la ville ou qui n'en connaissent pas plus qu'un touriste lambda finalement qui aura fait son premier voyage, ils vont de toute façon avoir une mauvaise réputation, ça va se savoir, etc. J'ai envie de dire pas forcément. Parce que quand on vient au Japon pour la première fois, honnêtement, il y a tout qui va vous émerveiller. Vous allez voir un balai, une porte, une poubelle. Bon, il n'y a pas de poubelle au Japon, mais justement, si vous en voyez une, ça va être émerveilleux. Waouh, c'est merveilleux. Tout va être dépaysant en tant que touriste. Donc, on n'a pas vraiment besoin de grand-chose au final pour être émerveillé quand on fait un premier voyage au Japon. Donc, à part si votre guide est en plus désagréable, je pense que vous passerez finalement un bon moment, quoi qu'il arrive. Je dirais juste que ça ne sera pas un moment super qualitatif au final de j'ai pris un guide pour avoir un truc au-dessus. Là, finalement, vous aurez un guide pour quelque chose que vous pourriez peut-être faire tout seul. Donc voilà, c'est juste ça où je trouve ça un petit peu dommage, sauf, encore une fois, si vous avez besoin d'être rassuré. Dans ce cas-là, ce genre de guide, c'est très bien. Il sera parfait pour vous et la personne sera sûrement très sympathique, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'identifier ces guides de masse, on va dire, par rapport aux vrais passionnés du métier. Mais ça, pour ça, il faut faire des recherches, quoi. Mais il n'y a pas de crainte non plus à avoir. Quand je vous ai dit, en choisissant son guide, il y a peu de chances que vous passiez, quoi qu'il arrive, du coup, un mauvais moment. Mais je trouve juste ça dommage, de dépenser pas mal d'euros sans avoir vraiment de plus-value au final. Surtout que parfois, ces guides-là sont plus chers que les guides passionnés. C'est effectivement, quand j'avais eu les tarifs, et que je connaissais les tarifs des safaris, par exemple, pour avoir été client, et que je voyais les tarifs de ces étudiants, qui touchaient pas autant d'argent, parce que forcément, ils ont une commission à filer derrière, mais en fait, c'était plus cher pour le client que les prix des safaris. Donc je m'étais dit, ah oui, quand même, pour finalement, je trouve quelque chose qui n'apporte pas plus que les safaris. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Après, je vous parle des safaris, il n'y a pas que les safaris, il y en a d'autres. Moi, c'est parce que j'étais client de ceux-là, que je connais bien, mais il y a d'autres guides qui sont très très bien et qui sont même dans d'autres domaines ou d'autres configurations qui seront sûrement aussi bien, voire mieux que les safaris, je ne sais pas. Mais je compare par rapport à ce que j'ai testé en tant que client, vous le savez, vous avez l'habitude, je ne vais pas parler de trucs dont je ne connais pas. Et avant d'habiter finalement sur Kyoto, j'avais aucune idée de tout ça. C'est vraiment en découvrant pas mal d'étudiants et PVTistes, des gens qui sont en PVT, qui faisaient guide, et en parlant avec eux que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup en fait, et qu'il y en avait quand même pas mal qui apportaient pas grand chose, à part encore une fois le fait d'être rassurant. Comme je vous ai dit, je connais pas du tout tous les guides du Japon, j'ai pas fait une analyse et j'en ai pas. Les seuls que j'ai pris, c'est les guides des safaris, donc voilà, je peux pas vous parler, vous faire une liste exhaustive par exemple, un top des meilleurs guides du pays dans chaque ville, ça c'est un truc que je peux pas faire. Mais encore une fois, je peux vous en conseiller, les yeux fermés, les Japon Safari, qui sont présents dans beaucoup de villes. Ça, je l'ai testé et pour moi, j'ai vraiment approuvé. Alors, peut-être des gens ont eu des mauvaises expériences, mais j'ai pas l'impression. Tous les gens à qui j'en ai parlé, qui en avaient déjà fait, ont adoré ce moment. Qui sont donc un groupe de potes, ils sont tous différents. Donc peut-être que vous passerez aussi un meilleur moment, par exemple, à Hiroshima qu'à Kyoto ou inversement, parce que c'est des gens qui sont différents, qui vont pas vous guider de la même façon. Mais l'expérience reste vraiment qualitative.
On vous amènera dans des coins inédits, dans des super restos et vous aurez en plus de bons conseils photos. Donc voilà, si vous aimez la photo, c'est un truc qui peut être chouette. Un autre guide que je connais, parce qu'encore une fois, j'en connais pas plein, mais lui, je le connais bien, c'est Mathieu de Tokyo Visit, que j'ai pas expérimenté en tant que client personnellement. Mais pour le connaître et sa façon de travailler, je pense que là aussi, on est un peu dans le même domaine. C'est quelqu'un qui est passionné, qui a vraiment envie de partager avec vous son amour du Japon et de vous amener dans des endroits un peu insolites que vous n'aurez sûrement pas fait en voyageant tout seul. Et je pense que c'est quand même ça le principe du guide, c'est de vous amener dans des endroits que vous n'auriez peut-être pas forcément fait en étant tout seul. Donc c'est Tokyo Visit, voilà, vous allez sur son Instagram où il y a son site, j'ai fait son site, donc c'est pour ça que je l'ai connu et qu'on est devenus amis et qu'on a commencé à bien discuter. Mais je le connaissais déjà avant en fait, et c'est vrai que j'aimais beaucoup ses photos, et ça avait l'air d'être quelqu'un de sympa, et pour avoir discuté avec lui, maintenant, voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement c'est quelqu'un de très sympa. Donc mon conseil pour le choix de guide, ça serait vraiment de bien analyser la prestation pour voir si ça vous ressemble et si ça vous correspond. Et bien sûr, ne pas hésiter, le bouche à oreille, à demander votre avis. Là, vous avez mon avis à moi, mais allez demander l'avis à d'autres personnes qui ont pris des guides aussi. C'est toujours intéressant de voir le retour des autres clients et voir si on correspond à la même typologie de ces clients-là. Et du coup, s'ils ont aimé, c'est qu'on risque d'aimer aussi. Et vous l'aurez compris, est-ce que je pense que prendre un guide, c'est une bonne idée pour aller au Japon, pour aller en voyage au Japon, bien sûr? Pour moi, c'est oui à 200%. Alors c'est bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. On peut vivre au Japon, se balader au Japon sans guide. On peut s'en sortir sans aucun problème. Mais avec un bon guide, vous allez vivre une expérience que vous aurez du mal à vivre tout seul, tout simplement. C'est quelqu'un qui va connaître sa ville, qui va connaître les petits coins, les petits recoins. Il aura pris du temps à chercher, à les explorer, à les trouver pour vous. Ou qui va connaître aussi super bien l'histoire des quartiers, qui va avoir plein d'anecdotes à vous raconter, donc à découvrir aussi la vie d'un étranger au Japon. C'est des choses qui sont intéressantes. Vous allez pouvoir échanger avec lui. Et pour ma part, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de vacances que j'ai eu de me faire guider. Et du coup, j'étais très surpris parce que à la base, comme je vous le disais, j'avais un avis assez négatif, un a priori très négatif sur le guide, prendre un guide en voyage. Et finalement, vraiment en voyage, ça fait partie de mes meilleurs moments, les moments où je me suis fait guider, quoi. Donc je vous conseille aussi d'éviter les gros groupes. Être en groupe, c'est sympa, ça permet de rencontrer des gens qui ont souvent en plus la même passion, donc c'est chouette. Et ça permet d'échanger, de garder contact. Moi par exemple, ça fut le cas pour moi. J'ai fait certains safaris en groupe, mais les groupes, c'est pas des gros groupes, c'était des groupes de 4-5 personnes. Et j'ai gardé contact avec certains safaristes que j'avais croisés, avec qui on avait échangé, et on a passé de bons moments, on avait discuté ensemble, etc. Puis on passe un bon moment ensemble, donc c'est chouette. J'en avais même recroisé certains sur ma route, on s'était fait un resto en s'échangeant nos beaux plans après, à ce moment-là. Par contre, dans un gros groupe, genre 20 personnes, etc., je pense que l'expérience est beaucoup moins intime et qu'on va perdre dans l'échange. Et pour moi, prendre un guide, c'est vraiment échanger pour apprendre, s'informer, découvrir, et pas seulement vivre un monologue de quelqu'un qui va vous raconter une histoire. Mais encore une fois, c'est très personnel. Peut-être que c'est des choses qui vont vous intéresser, vous, et il n'y a pas de mauvais ou de bonne façon de choisir un guide ou de façon de voyager. Donc voilà, après, c'est vraiment suivant vos envies. Et là, vous l'avez compris, mais je n'ai même pas parlé des guides qui sont vraiment spécialisés dans une activité. C'est-à-dire, par exemple, se faire une soirée bar. Il y a des guides qui existent et qui vont vous amener pour tester 3-4 bars différents. Et là, souvent, on va être vraiment dans le local, on va apprendre plein de choses et puis on va tester quelque chose qui nous intéresse. Il y a aussi la même chose avec les restaurants, par exemple, pour aller faire, tester 3-4 restaurants. Alors, bien sûr, vous n'allez pas manger pendant toute la nuit, vous allez grignoter en gros et tester des choses. Mais c'est des expériences qui peuvent être sympas parce que c'est quelqu'un qui va connaître, qui va avoir fait les recherches pour vous. Et puis après, toujours pareil, on va être dans l'échange. Et donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Où il y a aussi rencontré des locals. Il y a parfois juste le fait de passer 1 heure avec un local qui est un étranger, qui va parler votre langue, mais du coup qui habite là. Et vous allez pouvoir lui poser des questions pratiques sur votre voyage. Par exemple, il y a des interrogations, vous n'êtes pas sûr pour tel ou tel truc, il va pouvoir vous aider. Ça va durer qu'1 heure, mais il va pouvoir vous répondre à vos questions. Et puis il va aussi pouvoir, des questions qui vont être, comme je dis, d'ordre très pratique, et puis des questions qui vont être plus générales sur la vie au Japon, comment ça se passe pour lui, des anecdotes rigolotes et tout. C'est toujours très intéressant cet échange, et ça peut être plutôt intéressant, et ça coûte pas forcément trop cher non plus, ce genre de rencontre, moins cher que par exemple de louer un guide toute la journée. C'est un truc qui peut être sympa suivant son budget. Et encore une fois, c'est des expériences qu'on peut difficilement faire tout seul, sauf si on est totalement extraverti, mais c'est pas le cas de tous. Voilà, avec un guide, vous allez peut-être pouvoir avoir un petit échange avec des Japonais, même si tous les deux vous ne parlerez pas, mais il y aura des bons souvenirs que vous aurez peut-être pas fait en étant tout seul. Ça, on peut, mais voilà, ça aide, on va dire, ça va vous aider. Et puis on parle beaucoup de faire marcher aussi les petits commerces en ce moment, les petits artisans suite au Covid, etc. Je pense que pour les prochaines vacances, ça sera aussi un geste finalement d'aider ces guides qui ont vécu une année sans revenu, et pour qui la situation est compliquée. Ce sera toujours un petit geste apprécié de passer par un indépendant
Mais bien sûr, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, on peut très bien s'en passer et voyager tout seul. Si vous avez le budget, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le budget, je veux dire, c'est pas grave. Le Japon, c'est un pays safe. Les choses sont vraiment bien indiquées, les gens sont bienveillants. J'ai voyagé la première fois tout seul pendant un peu plus d'un mois sans parler la langue et sans avoir eu jamais le moindre problème. Alors que c'était mon premier voyage en plus en solo. J'avais jamais fait de vacances tout seul, j'étais toujours parti avec des amis. Là, je suis parti tout seul, je parlais pas la langue. Je me suis pas perdu, tout allait bien. Voilà, c'était chouette quoi. C'est un choix qui vous appartient, à vous de voir. Mais maintenant, il est temps de glisser vers l'instant moment de la semaine. Vous le savez, cette nouvelle rubrique depuis la saison 2. Kyoto do Brasil. Oui, je me suis un peu emballé, ok, mais l'Instagram, enfin plutôt le compte Instagram de ce podcast cette semaine, c'est une illustratrice, a priori brésilienne, qui vit à Kyoto. Alors, elle poste sur son compte des illustrations vraiment kawaii, comme on dit. J'adore son style, il y a un peu de tout, c'est très rond, coloré, avec beaucoup de personnages. Parfois, c'est un peu abstrait, parfois un peu dans le style manga. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je la connais pas du tout, je l'ai jamais rencontrée, cette fille, mais alors qu'elle vivait à Kyoto, mais je la connais pas. En fait, j'ai découvert son compte via une connaissance commune, une française qui était alfu, comme on dit, donc mi-japonaise, mi-française, qui travaillait dans un coffee shop où j'allais régulièrement, et maintenant, cette jeune fille vit en France, mais elle est née à Kyoto à la base. Et donc, elle avait été croquée par son ami qui l'avait dessinée, et c'est comme ça que j'ai découvert son compte, et franchement, si vous aimez l'illustration, allez jeter un œil, je pense que vous ne serez pas déçus et vous la suivrez peut-être comme moi maintenant. Mais il est grand temps de passer à la rubrique, toujours la rubrique sans nom, et ça va peut-être devenir son nom à la force, la rubrique sans nom quoi. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé dans le sommaire d'un laboratoire à Kobe. Car oui, je vous amène aujourd'hui dans un laboratoire, mais pas n'importe lequel, celui de Franck. Bon oui, ça vous aide pas beaucoup au final, parce que c'est qui Franck? Il fait quoi dans son labo, le fameux Franck? Est-ce qu'il fait des vaccins Covid? Pas du tout, non. Il fait un truc encore mieux, il fait du café. Bah oui, vous êtes quand même dans l'épisode 108, a priori vous en êtes tapé des épisodes avant, vous devriez le savoir maintenant. Je vous amène souvent dans les cafés. Et aujourd'hui, c'est le meilleur, je pense, coffee shop de la ville, en tout cas parmi tous ceux que j'ai testés. Il s'agit de Coffee Labo Franck, connu par les puristes et amoureux de café au Japon. Il n'est pas trop loin de la fameuse tour de Kobe et de la marina. C'est dans une petite rue parallèle au gros Shotengai, donc le marché couvert commerçant, qui n'est pas très loin non plus du quartier chinois de Kobe au final. Pour y accéder, c'est à la japonaise. On doit pousser une petite porte d'un immeuble. On se dit, mais il n'y a pas de commerce vraiment là-dedans. On arrive directement dans un couloir, voilà, avec des escaliers. Bref, on se dit qu'on va pas trouver de café ici. Eh bien si, il faut monter au 2e étage, enfin en 3e, car au Japon, le premier, c'est le rez-de-chaussée. Et vous pourrez rentrer dans le coffee shop. Et l'étage du dessous, si vous voulez, il me semble que si mes souvenirs sont bons, c'est un bookstore, donc ça peut être un peu sympa aussi d'aller faire fouiller les petits livres japonais. Alors le café, il n'est pas très grand, il est tout en longueur, avec des places à un comptoir donnant sur une fenêtre qui donne sur la petite rue. Moi j'adore ce genre de place en hauteur parce que on va prendre un café, on va regarder la vie en dessous, des petites ruelles japonaises. Pour moi c'est toujours un grand plaisir de se poser, de prendre son temps et d'un peu d'observer ce qui se passe. Et là du coup vu qu'on est en hauteur, c'est assez chouette. Le café est vraiment bon, voire excellent. Je vous l'avais dit, c'est vraiment sûrement un des meilleurs coffee shops de la ville. Et la déco dans l'escalier, moi je l'ai trouvé aussi sympathique car il affiche des centaines de paquets de café différents venus de plein de roasters japonais et je crois aussi parfois étrangers si ma mémoire est bonne. Donc pour les amoureux de café, c'est une petite touche déco qui est appréciable. Bref, si vous voulez un bon café sur Kobe, je vous ai mis le Google Maps sur la page de l'émission avec quelques photos prises sur place comme d'habitude. Donc rendez-vous sur explorejapon.com. Mais maintenant, vous le savez, c'est le moment du petit bonheur de la semaine. Et cette semaine, mon petit bonheur, c'est une manette. Et oui, le gamer qui dort en moi s'est fait plaisir il n'y a pas longtemps. Lors de la sortie de la Switch, j'étais au Japon en fait. Et c'était une tannée pour l'avoir. J'étais en vacances et c'était devenu un petit challenge d'essayer d'en acheter une parce que c'était en rupture de stock partout. J'ai finalement, et à la fin de mon voyage, j'ai réussi à en trouver un exemplaire à Tokyo via un forum qui faisait l'état des arrivages quasiment à la minute.
Et à un moment donné, j'étais sur un post et il y a un mec qui fait putain, j'étais là-bas ce matin, il reste 4 Switch dans cette boutique quoi. Ils en ont eu 6 aujourd'hui, j'en ai acheté 2, il en reste encore 4, donc si vous vous dépêchez, voilà, il y a peut-être votre chance. Donc j'ai chamboulé tout mon planning, j'ai traversé tout Tokyo pour la choper. Et bah oui, je peux être un petit peu bête parfois, mais que voulez-vous, c'était un peu devenu un challenge. Hein. J'étais même dans des villes tout paumées alors que je parlais pas bien japonais. J'essayais à chaque fois de voir s'il n'avait pas une Switch et à chaque fois j'avais le droit à non, il n'y a pas. Bref, j'ai cette Switch du coup depuis ses débuts et je dois l'avouer, je suis pas un grand joueur à la base. Je l'ai utilisé très très peu, mais j'ai eu la chance moi aussi d'avoir eu le fameux défaut des manettes originelles de la Switch qui partent en couille assez rapidement. Et il y a peu, j'en ai eu un peu marre et j'ai décidé de m'acheter une manette d'un éditeur tiers. J'ai fait mes petites recherches et alors qu'une manette Switch classique c'est genre 80€, je trouvais ça super cher pour les manettes. Je suis tombé sur une manette à 20€ environ qui propose toutes les options de base, vibration, contrôle de mouvement, etc. Et franchement, la prise en main, la recharge, tout est nickel. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté avant au final, à me faire chier avec ce putain de joystick qui marchait mal, surtout à ce prix-là quoi. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien sur la page de l'émission. Alors, vous le savez, maintenant je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, et si je l'étais, je vous le dirais. C'est juste un lien pour ceux qui seraient intéressés. Moi j'ai bien aimé cette manette. À vous de voir. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui, il est grand temps de se dire au revoir, et je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Je vous dis ciao, bye bye, matane.パンチに